Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Politis. Ce soir, nous débattrons du bilan du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, lors de son premier quinquennat. Et bien sûr, sur les perspectives du prochain mandat. Je reçois sur ce plateau Mohamed Kouri, membre de la commission politique de l'IPR, M. Judne Oudé, le directeur de Moriweb Info. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, chers téléspectateurs, je me retourne vers M. Mohamed Kouri. Monsieur le Président, Mohamed Abdel Aziz a été investi le 2 août dernier. Une cérémonie voulue grandiose a été organisée pour l'occasion. Qu'en retenez-vous? D'abord, je vous remercie. On peut retenir plusieurs faits marquants de cette grande cérémonie d'investiture. D'abord, la présence massive de plusieurs chefs d'État à cette cérémonie qui ont tenu à faire le déplacement pour assister donc à l'investiture du président de la République, Mohamed Abdel Aziz. Ensuite, dans l'ensemble, plus de 45 États et organisations internationales ont tenu à participer, le peuple, et à partager donc avec le peuple mauritanien cette grande victoire de la démocratie. Même si la cérémonie a eu lieu durant le mois d'août, qui est un mois de vacances un peu partout dans le monde, je pense que plusieurs chefs d'État, plusieurs vice-présidents, plusieurs présidents d'organismes financiers internationaux, plusieurs hôtes de marque ont tenu à faire le déplacement de Nouakchott pour d'abord féliciter le président de la République pour cette brillante élection, mais aussi et surtout pour partager avec le peuple mauritanien donc cette victoire de la démocratie. Mais deux faits ont retenu mon attention. D'abord, la présence massive des citoyens qui ont tenu à venir au stade olympique pour participer à cette cérémonie. Le stade était archi-comble, il y avait plus de 15 000 personnes. Et le président de la République a tenu d'abord à saluer les milliers de citoyens qui étaient à la tribune découverte, et donc tout le monde a pu apprécier cette attention présidentielle qui véritablement était saluée par tout le monde. Mais je pense que le plus significatif dans tout cela, c'est que les Mauritaniens, aujourd'hui, tous les Mauritaniens, parce que le président a été élu, et donc par une grande majorité du peuple mauritanien, tous les Mauritaniens doivent aujourd'hui, de par donc cette cérémonie, mesurer l'importance du devoir de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous responsables. Toute la communauté nationale entière, aujourd'hui, doit répondre aux exigences des temps présents. Et je pense que les attentes sont immenses. Le président de la République l'a dit durant son discours, dans son discours d'investiture. Et ensemble, nous devrions tous s'efforcer à travailler pour que l'unité nationale soit plus consolidée, pour que l'état de droit dans sa splendeur soit toujours sauvegardé. Et je pense que l'élément le plus significatif, en tout cas dans cette cérémonie,
c'était véritablement cette symbiose entre les dirigeants et son peuple. Très bien. Monsieur Jedine, partagez-vous la même analyse de Mohamed? J'ai une toute autre opinion. Je pense que cette cérémonie, en tout cas si on peut jauger par la présence du public, je pense que les Mourabitans ont fait plus dans le stade olympique pour la cérémonie d'investiture. Ça c'est une première remarque sur la symbolique. La seconde est que finalement, qu'est-ce qui est arrivé parmi les chefs d'État étrangers? Il y a eu 4 chefs d'État et du groupe, ce qu'on appelle le groupe G5, c'est-à-dire les voisins immédiats de la Mauritanie. Même le président du Niger ne s'est pas déplacé. Peut-être qu'il avait un agenda chargé, mais en tout cas, cette ampleur qu'on veut donner à l'international de l'investisseur, je pense que c'est beaucoup plus en fait, je dirais que finalement, l'événement n'a pas eu justement le retentissement voulu par ces organisateurs. Et donc, finalement, ça a été une fête foraine qui s'est terminée très vite en queue de poisson par rapport en fait, à la gestion un peu hasardeuse de l'organisation elle-même. Bon, sur le plan purement politique, je veux dire sur le plan des idées, je pense aussi que le président, sur un plan tout à fait protocolaire, a commis certaines erreurs. Il a manqué un peu d'allant et d'élan vis-à-vis en fait de ceux qui étaient justement dans la course présidentielle avec lui, qui à aucun moment il n'a félicité, ni remercié, ni cité dans son discours comme étant des candidats à cette présidentielle pour laquelle il était investi. Dans le discours aussi, j'ai remarqué que le président de la République est allé dans une sorte de langue de bois en parlant en fait que durant son dernier mandat, il y a eu le raffermissement de l'unité nationale, des valeurs... Mais nous reviendrons à son discours, mais un peu plus tard, s'il vous plaît. Je reste avec vous. Allons faire une petite lecture sur le premier quinquennat de M. Mohamed Abdelaziz. Moi, je pense que globalement, c'est un quinquennat malheureusement qui est globalement négatif. Quand on va sur le terrain et qu'on mesure, en fait, qu'on veut faire le parallèle réel entre cette croissance annoncée de 6% pendant ce dernier mandat et la réalité que vous d'ailleurs décrivez tous les jours, et tous les médias décrivent tous les jours sur leurs ondes et à travers les télévisions, c'est que le peuple mauritanien n'a pas bénéficié de cette croissance annoncée. On a des problèmes d'eau, d'électricité, de santé. Oui, mais ça c'est économique. Nous allons diviser ce chapitre en 3, c'est-à-dire le parcours politique, civil, social, puis économique. Donc, si vous voulez parler de la portion qui concerne le politique, on est dans une crise politique depuis l'arrivée du président au pouvoir à l'issue de son putsch contre l'ancien président démocratiquement élu. Il n'y a pas eu malheureusement d'avancée sur ce plan et les acteurs politiques se regardent en chaîne de faïence. Il y a donc une crise de confiance dans ce pays entre ses leaders, le leadership politique. Ça c'est une réalité. Autre chose, nous n'avions pas de prisonniers politiques jusqu'à il y a quelques temps, mais de temps en temps, il y a des gens qui sont inquiétés pour leurs opinions politiques. Je pense notamment aux gens de Cavana, qui étaient il y a 2 jours en prison à Nouadhibou pour avoir exprimé leur contradiction avec le régime en place et l'appréciation qu'il fait de la chose politique. Aujourd'hui, donc, nous perpétuons encore la crise parce qu'il y a eu une tentative de dialogue qui n'est pas allée jusqu'au bout. Et pour des raisons évidentes, nous avons une élection qui est légale mais qui n'est pas crédible au bout du compte. Pourquoi? Parce que l'opposition, et juste pour rappeler à Mohamed que ce n'est pas tout le peuple mauritanien qui a élu le président Aziz et que tout le monde ne se sent pas malheureusement. Il y a 21%. Il y a de 52%, c'est-à-dire qu'il y a, si on acceptait les chiffres tels qu'ils nous ont été présentés, c'est-à-dire qu'il y a une grande masse de Mauritaniens qui n'a pas fait le déplacement et qui ne se reconnaît peut-être pas dans l'élection du président Aziz. Donc, mais finalement... Vous pensez que... Mais qui est le responsable de cette crise politique? Ce n'est pas tout simplement Aziz. Non, je ne dis pas que c'est tout. Moi, de toute façon, je prends... il y a une partie de la responsabilité de l'opposition, non? Oui, mais je prends toute la classe politique dans le même sac. C'est-à-dire que pour moi, c'est pratiquement la classe politique en entier qui est responsable de la crise politique. Mais il faut savoir raison garder et nous savons quel est véritablement le pouvoir
de tendre la perche ou finalement d'essayer de trouver des issues dépend d'abord des autorités politiques qui sont au pouvoir, du régime donc de Abdelaziz. Et que finalement l'opposition, qui est une opposition démocrate, elle n'a plus que la rue pour s'exprimer, c'est-à-dire faire des manifestations, distribuer des communiqués, s'ériger en... Oui, mais ce n'est pas toute l'opposition. C'est toute l'opposition. Je veux dire, en tout cas, l'opposition crédible, celle qui est la plus représentative. Je parle de la Côte qui rassemble 11 partis politiques. Si vous me parlez des gens qui ont peut-être Sawab ou APP, qui ont participé, oui, là, l'APP n'a pas d'autres partis participé. aussi de la C'est ça aussi d'ailleurs la plus grande preuve en fait du manque de crédibilité de cette élection, c'est que M. Oud El-Belkhair, qui est connu quand même pour avoir longtemps caracolé avec le régime pour trouver une issue politique, qui a fait des initiatives, lui-même s'est rendu compte que justement tout ce qu'on avait proposé à travers le dialogue politique avec ces formations politiques n'avait pas abouti. Parce que pourquoi M. Saoud se retire? C'est parce que justement, il ne se reconnaît pas dans cette commission électorale nationale indépendante, même si, il faut le reconnaître, il avait proposé des hommes pour émarger à cette CENI. Maintenant, si vous regardez les résultats pour l'UE1, pour l'APP, par contre Sawab, les résultats se font sentir aujourd'hui, c'est l'implosion dans ces partis. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas la conséquence d'un engagement qui dès le début d'ailleurs a un peu, comment dire, il a un peu secoué le cocotier, parce que nous avons vu des démissions à l'UE1 dès que Bouygues Hamid avait lancé le parti dans cette logique. À Sawab aussi. Oui, non, je veux dire, non, mais surtout à la veille de l'élection. Quand on a vu des teneurs du parti du UAM démissionner justement parce qu'il jugeait que son président, Bouygues, avait de façon unilatérale décidé de participer à une élection dont il savait déjà les résultats connus d'avance. Très bien. Monsieur Mohamed Khoury. D'abord, je crois que le bilan du premier quinquennat du président de la République, Nous parlons de la partie politique, s'il vous plaît. Est globalement positif. D'abord, si on regarde le volet passif humanitaire, par exemple, durant son premier quinquennat, 24 896 Mauritaniens sont rentrés au pays, qui étaient réfugiés au Sénégal depuis plus de 2 décades, sont rentrés au pays dans le cadre d'un retour digne et organisé. Mais ça a commencé avec Sidi Cheikh Abdallah. Ça a commencé avec Sidi, à l'époque 119 personnes sont rentrées durant l'époque de Sidi. 119 personnes sur moins de 25 000, ça ne fait pas beaucoup. En réalité, bon, le plus important c'est que... oui, mais l'initiative a commencé avec Sidi. Attendez, c'est-à-dire que ces Mauritaniens sont rentrés dans le cadre d'un retour digne et organisé. Et d'ailleurs, le président Mohamed Abdelaziz, dès le début de son mandat, a fait de la résolution du passif humanitaire l'une des priorités de ses priorités. Pas seulement le retour des réfugiés au Sénégal. Et là, je tiens à préciser que la clôture de l'opération de rapatriement qui a eu lieu le 25 mars 2012 à Rosso, en présence du haut-commissaire chargé des réfugiés des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a salué l'expérience mauritanienne en matière de rapatriement. D'ailleurs, il est cité aujourd'hui comme une référence au niveau du HCR et au niveau du système des Nations Unies. Il avait dit ce jour-là que les Mauritaniens peuvent être fiers de leur président. Là, je cite le haut-commissaire des Nations Unies chargé des réfugiés. Je pense que dans le même cadre aussi, le président a tenu à régler de façon définitive ce problème du passif humanitaire. Les veuves ayant droit des victimes militaires ont été appelées et il y a eu la grande prière de Kaïdi qui a vu la participation du président de la République et qui a vu la participation de tous les imams de la vallée et de toutes les autorités et grands imams du pays. Je pense que
ce jour-là, le 25 mars 2009, une grande plaie a été plus ou moins réglée. Je pense qu'aujourd'hui, les Mauritaniens peuvent être fiers de leur diversité et le président Aziz, quoi qu'on dise, grâce à ce règlement du Pacifique humanitaire, offre aujourd'hui à la Mauritanie vraiment la possibilité d'être une grande nation. Je pense aussi au règlement dans le même cadre du problème des fonctionnaires et agents de l'État qui étaient victimes des événements de 1989. Parce que là, l'État mauritanien, dans ce cadre-là, dans tout ce cadre-là, l'État mauritanien a mis de gros moyens, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars pour pouvoir véritablement régler tous ces problèmes. Mais en dehors de ça, le président, comme je le disais tantôt, a voulu faire de ce règlement du Pacifique humanitaire l'une des grandes priorités de son mandat. Il y a aussi un volet extrêmement important, c'est celui de la lutte contre la pauvreté. Je pense qu'avant lui, oui, honnêtement, attendez. Avant lui, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de... On en parle avant lui, je pense qu'aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers de Mauritaniens ont pu bénéficier de distribution de parcelles de terre au niveau de Nouakchott, au niveau des grandes villes. C'est 135 000 à Nouakchott. Et pour la plupart, ce sont des pauvres citoyens qui n'ont jamais eu la moindre parcelle. Oui, Mohamed, vous anticipez. Non, je n'ai pas encore fini. Moi, je vais revenir un peu. Et vous anticipez. Attendez. Moi, je veux que vous parliez de l'approche opposition-pouvoir actuellement. Moi, je pense que le président aussi a toujours fait du dialogue politique. L'une de ses constances. D'ailleurs, il a consacré dans un de ses discours du 28 novembre, à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance, au dialogue. Et juste après, il y a eu les assises du dialogue national qui ont vu la participation de plusieurs partis de l'opposition. Si aujourd'hui, il y a une CENI indépendante, qui est totalement indépendante, c'est l'une des résolutions du dialogue national. Si aujourd'hui, il y a une liste nationale des femmes, c'est aussi grâce aux assises de ce dialogue national. Je pense que le président a toujours fait du dialogue national une de ses priorités. Et il a toujours voulu associer tous les acteurs de la scène politique, de par les audiences qu'il fait au ténor des partis politiques, de par aussi sa vision pour une scène politique pacifiée. Je pense qu'il a toujours fait de cette approche l'une de ses priorités. Mais honnêtement aussi, de l'autre côté, je pense que il y a une opposition radicale, pour des raisons que tout le monde sait, ne veut pas du bien pour ce pays et s'entête dans cette fuite en avant qui ne mène honnêtement nulle part. Il y a eu un report de la date des élections législatives et municipales de 2 ans. C'était uniquement pour amener les gens à participer. Ils n'ont pas voulu participer, la plupart n'ont pas voulu participer pour des raisons que tout le monde sache. Pour la présidentielle, il y a eu quelques partis politiques qui ont participé, d'autres ont voulu boycotter pour des raisons que tout le monde connaisse. Parce que si on fait un décryptage des résultats de la dernière élection présidentielle, le président de la République, si on prend par exemple son score
à Tichit, qui est le fief du président du FNDI. du FNDI, le président fait là-bas son meilleur score au niveau national. Non, c'est à Boutilmit que c'est le meilleur score. Non, par exemple, l'un de ses meilleurs scores au niveau national. Boutilmit, c'est aussi le fief, c'est le fief de l'ancien. On est toujours dans la symbolique. De l'ancien chef de l'opposition démocratique. Mais je pense là, c'est que tous ces gens-là savaient que le président Aziz était imbattable et que, voilà, ils ne pouvaient pas aller à l'élection avec lui. Ils étaient tous ces gens-là étaient présents à l'élection présidentielle de 2009. Ahmed Oudad, Jamil Mansour, Ali Mohamed Val, Messoud El-Belkhair, et chacun connaît leur score. Le président Aziz a gagné au premier tour et au lendemain. Mais le plus important pour nous, dans tout cela, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une élection présidentielle avec un très bon taux de participation. C'est l'un des scores des taux de participation les plus élevés de la sous-région, quoi qu'on dise. Et même si l'élection a eu lieu en pleine vacances scolaires et universitaires, durant la période de soudure, où tous les Mauritaniens généralement se déplacent en quête de pâturage, etc., je pense que le taux de participation est un très bon taux et le président Mohamed Abdelaziz a gagné haut la main et dans tous les bureaux de vote. Parce que le candidat Ibrahim Al-Mokhtar Sarr se plaignit du fait que les anciens réfugiés au Sénégal, les rapatriés mauritaniens du Sénégal, ont voté massivement pour le candidat Mohamed Abdelaziz. Très bien. Dans tous les bureaux de vote des rapatriés, et il y a 12 bureaux de vote rapatriés, dans plusieurs communes, la commune de Bogué, la commune de Kaïdi, de Bababé, etc. Les rapatriés, à l'image d'ailleurs des Mauritaniens, ont voulu plébisciter un homme, d'abord pour son bilan à la tête de l'État, et pour toutes les réalisations qu'il a réalisées durant son premier quinquennat. Très bien. Mohamed, j'y reviendrai. Monsieur Jedne, le président Aziz a évoqué dans son discours lors de l'investiture, il n'a pas parlé de l'opposition traditionnelle, mais il a parlé de sa volonté constante d'ouverture conjuguée à la promotion des libertés pour créer un champ favorable à l'activité politique. Alors? Écoutez, on croise les doigts en espérant que les promesses tiennent. Mais je pense, grosso modo, comme on le disait, de toute façon, le président Aziz semble accaparer tout l'État entre ses mains. Donc, et peut-être s'il en échappe quelque chose, c'est assez proche administrativement parlant. Et je veux juste revenir sur ce que mon ami Mohamed disait, c'est par rapport en fait aux réfugiés, que le processus est vraiment antérieur à l'arrivée du président Aziz au pouvoir par un putsch. Ensuite, que les problèmes continuent de se poser, c'est-à-dire l'intégration des réfugiés aujourd'hui qui malheureusement n'a pas été faite jusqu'à présent, alors qu'on est nous avons déjà un pied dans un second mandat. Je veux aussi citer, on n'en parle pas beaucoup, les conditions inhumaines qu'ont vécues les islamistes dans les prisons, le Guantanamo national, dans laquelle certains islamistes ont trouvé la mort. Je pense que ce sont des questions de droits de l'homme qui interpellent tous les Mauritaniens. Maintenant, pour parler pour répondre un peu à votre question, je pense que on est à moins vraiment de corriger le tir, on est dans une situation qu'on a connue juste après le push de Abdelaziz en 2008. Donc on est dans une situation où il y a deux camps, le camp du pouvoir et le camp de l'opposition. Et chacun ne veut, a priori, nous escomptions, comme je le disais tantôt, que le pouvoir qui a les choses en main puisse faire des concessions et faire accepter que les opposants contribuent, ça crédibilise encore d'ailleurs le processus démocratique dans ce pays. Voilà. Et je pense que contrairement à ce qu'on veut faire croire, ce sont pas, je veux dire qu'il n'y a personne n'a le monopole de l'amour de la patrie ici.
c'est-à-dire qu'il y a aussi bien le pouvoir que l'opposition et qui ont normalement un rôle à jouer dans une démocratie réelle et apaisée. Malheureusement, on n'est pas dans ce cas de figure. Et je voulais juste dire un dernier mot, si vous le permettez. C'est par rapport, en fait, au discours du président. La dernière fois, je pense qu'au moins, il a eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il a échoué par rapport au premier slogan de la lutte contre la pauvreté. Et d'ailleurs, je pense que j'ai une citation lui-même, quand il dit « Je reste redevable des changements de la condition de mes compatriotes qui était par rapport à son discours de lutte contre la pauvreté ». Donc, finalement, tout ce qui a été fait en 5 ans s'est révélé un échec au finish. Oui, mais dans son discours, il continue sa lutte contre la pauvreté. Non, je ne dis pas que ça va s'arrêter ici, mais au moins... Restera son cheval de bataille d'ailleurs. Non, là, le cheval de bataille, c'est la jeunesse. On sait que la jeunesse aujourd'hui est aussi traversée par beaucoup de clivages intramuros. Donc, je pense que d'abord, il y a un problème de... Non, moi je pensais qu'il y avait une erreur technique sur le plateau. Ah bon. Il ne faut pas me couper jusqu'à ce que je finisse. Donc, finalement, on est dans une, je dirais, une présentation en langue de bois, comme on l'a connu sous tous les régimes d'exception. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons peut-être des relents de démocratie à travers la liberté d'expression, mais sur le fait, c'est juste du vernis. Parce que de toute façon, par rapport aux réformes économiques, par rapport à la situation sociale, par rapport à la situation politique, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, je pense qu'il faut, si on viendra au secteur économique, vous verrez que la transparence qui a été érigée en slogan était finalement en 20 mots. Parce que de toute façon, tout ce qui a été dit n'a pas été sur le terrain traduit en action concrète. Mais je ne vais pas anticiper sur cet aspect de notre débat jusqu'à ce que vous l'inauguriez. Très bien. Mohamed Khouri, dans son discours d'investiture, Abdelaziz a promis de s'opposer farouchement, comme il l'a dit d'ailleurs à l'occasion de son nouveau mandat, aux tenants des visées racistes, particularistes, tribalistes ou grégaires, qui menacent notre cohésion sociale et notre unité nationale. Qui vise-t-il? Moi, je pense que, comme je le disais tantôt, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a toujours fait de la consolidation et de l'unité nationale une de ses priorités. Je pense que tantôt je parlais du règlement des pacifiques monétaires et des gros efforts qui ont été entrepris dans ce registre-là. Mais je pense que personne en réalité n'a le monopole de l'amour de la patrie. Et je pense que certains font en réalité ont comme thème de discours véritablement des visées racistes, xénophobes, dangereuses pour l'unité du pays. Et je pense que le président de la République veut un pays serein, une Mauritanie diverse, mais réconciliée avec elle-même, où tous les Mauritaniens puissent bénéficier des mêmes droits et ont aussi les mêmes droits. Mais je pense que tout à l'heure, je voulais revenir... Il n'y a pas assez de temps, Mohamed. Non, je voulais un peu revenir à la terminologie qu'a utilisée Jidna. Je pense que parler d'échec ou de coup d'État militaire, je pense que le président n'a pas fait un coup d'État militaire. Il y a honnêtement une rectification qui a été faite, parce que je n'ai pas y revenir longuement, parce que je pense que... Oui, mais rectification, c'est le président élu démocratiquement. Je pense que la majorité des députés, la majorité des sénateurs, il y avait des dérives constitutionnelles assez graves, qui menaçaient même l'existence de l'État.
le président véritablement a voulu un peu sauver le pays de cette situation. Aujourd'hui, parce que si on se réfère aussi, pour revenir un peu au bilan du premier quinquennat, aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une armée forte. Et des casques bleus mauritaniens ont été envoyés tout récemment en Côte d'Ivoire. Ils sont demandés. Nous avons aujourd'hui une armée, d'abord qui a été l'une des premières priorités du président de la République, parce que véritablement, comme vous le savez, les circonstances en août 2008, Mohamed, soyez bref parce qu'on n'a pas assez de temps. Non, mais véritablement, c'est un peu pour revenir un peu globalement au bilan. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'armée qui est une armée aujourd'hui républicaine, bien équipée, bien formée, qui a bénéficié véritablement de toute l'attention du président de la République. Et aujourd'hui, tous les Mauritaniens, les opposants, tout comme les autres, peuvent être fiers de leur armée. Je pense que nous avons aujourd'hui un pays sécurisé. Toutes les frontières nous avons un pays sûr. Les investisseurs viennent. Et c'est à notre plan aussi, je pense que des méga projets ont été lancés pour véritablement combattre la pauvreté. Très bien. Mais je passe à Judina pour répondre à la même question. Je disais tout tantôt que le président s'est opposé ou promis de s'opposer farouchement aux tenants des visées racistes. Qui vise-t-il ici? Écoutez, moi je pense que on n'a pas besoin de photos. Que le président, qu'il y ait un effet boomerang d'une situation, on peut comprendre que de toute façon, c'est malheureusement, ce que depuis le début on a dit, c'est que l'improvisation est telle que finalement on a fait éclater l'unité nationale pour des raisons de pure politique politicienne. On se voile la face quand il y a des problèmes d'esclavage. L'administration n'arrive pas à en connaître parce que justement ça donne de l'eau au moulin de ceux qui sont aussi bien dans le juste combat contre l'esclavage ou contre l'exclusion, mais d'autre côté aussi on donne de l'eau au moulin de ceux qui veulent s'en servir. Donc finalement on a une législation sur l'esclavage qui malheureusement n'est pas toujours appliquée, et tout ça pour des raisons qui restent très obsolètes, en tout cas oui, mais il ne secret à personne que sincèrement il y a des discours vraiment racistes. Écoutez, on a fait... il y a lieu de mettre fin à cela. Non, justement, c'est ce que je disais. Nous, il n'est pas dans l'intérêt des Mauritaniens qu'il y ait des dissensions ethniques, tribales ou même régionalistes, parce que ça ne fait qu'imploser le tissu social, l'unité nationale. Mais l'unité nationale ne peut pas s'acquérir sur de faux semblants. Il faudrait qu'on aille mettre le doigt sur la plaie justement pour qu'elle cicatrise. Je pense que c'est la condition, c'est le prix à payer par rapport à ces choses-là. Je reviens un peu à ce que disait mon frère Mohamed. Il est vrai que Abdelaziz est arrivé pour rectifier. C'est vrai que ceux qui ont servi, nous savions qu'il était le principal marionnettiste de ceux qui ont permis justement de faire semblant d'un changement démocratique par rapport à une gestion d'un pays. N'oubliez pas que c'était un suffrage universel qui avait élu Sidou Cheikh Abdallahi aux commandes de ce pays. Donc on devait respecter les formes. C'est comme ce qu'on fait aujourd'hui démocratiquement, ce que font les démocrates, les opposants. Abdelaziz avait été élu dans des circonstances qui ont fait qu'il a eu 52% en 2009. Il faut respecter le quinquennat qui a été légalement reconnu pour le succès de Mohamed Abdelaziz. Mais c'était dans un cadre, je pense que participer à une élection et la perdre, ce n'est pas une mauvaise chose. Ali ou Mohamed Val que vous avez cité, qu'Ahmed Dada est perdu. Si, vous avez cité plusieurs personnes qui ont participé à cette élection. Absolument. Mais je pense que ce n'est pas une tare d'avoir participé à cette élection. Maintenant, par rapport aux engagements du président Mohamed Al-Aziz, on peut trouver à redire par rapport à... bon, il a profité évidemment d'une situation donnée, c'est qu'il a coupé l'herbe à l'opposition, probablement pour avoir usurpé son discours sous la présidence de Taïa, et ça a marché en bout. Mais finalement... au contact de la réalité, nous rendons compte aujourd'hui que
tous les problèmes qui sont dangereux, comme le racisme, comme la xénophobie, comme les problèmes d'esclavage, ressurgissent. Mais c'est pendant ce quinquennat, malheureusement, que ces choses-là se sont exacerbées. Vous parliez tantôt du retour de réfugiés. Nous avons vu ici, en 2014, les marcheurs de Bogué venir ici parce que vous avez cité excusez-moi, ne m'interrompez pas, vous aurez assez le temps de parler. Vous avez parlé de l'affaire de Sahar Ibrahima qui disait que Abdelaziz l'avait battu. Mais justement, dans la même déclaration, ces gens-là, Sahar Ibrahima disait qu'il n'avait même pas de carte d'identité. Comment pouvaient-ils voter s'ils n'avaient pas de carte d'identité? Donc, c'est pour vous dire le flou qui entoure cette histoire. Et je pense, je parle parce que c'est une déclaration qui est écrite et qui existe sur le net. Non, moi je voudrais juste dire deux choses. D'abord que, pour revenir un peu aux questions de l'esclavage qu'il a évoqué, je pense que l'esclavage aujourd'hui est considéré comme un crime contre l'humanité dans le cadre de la Constitution. Et cette résolution aussi fait partie des résolutions du dialogue national. Le président a créé une agence nationale chargée de lutter contre les actes d'esclavage. Et aujourd'hui, moins d'un an après sa création, plusieurs villages, plusieurs adouanes qui étaient délaissés par toute la collectivité nationale pendant plus de 50 ans, aujourd'hui bénéficient de la construction d'écoles, de centres de santé, de sondages pour l'eau et de plusieurs autres activités génératrices de revenus. Ce sont ces Mauritaniens-là, ces citoyens-là qui ont toujours constitué d'ailleurs la priorité du président de la République. Tantôt, je parlais des 135 000, 135 000 terrains distribués à Nouakchott. Ils ont bénéficié à des gens simples, pauvres, très pauvres même. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'extrême pauvreté, l'Agence nationale Tadamoun construit aujourd'hui des logements sociaux dans le cadre de son programme Habitat décent. Parce que nous avons remarqué qu'à Noailou, par exemple, plusieurs familles très pauvres qui ont eu à bénéficier des distributions de terrain n'étaient pas en mesure de construire. Et donc, ce sont généralement des personnes où cette approche, en tout cas, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Je pense aussi que c'est notre approche que vous avez cité, Ali Mohamed Ouad. C'est aujourd'hui l'un des teneurs de ce que vous appelez vous, l'opposition démocratique. Oui. Ces gens-là, tout le monde sait, si aujourd'hui il y avait un problème de passif humanitaire, qu'il y avait un problème de déchirure entre les communautés de ce pays, c'est en partie dit à des personnes comme ce monsieur. Et je pense que si le président Aziz n'a tué personne, Aziz n'a déporté personne. Vous accusez d'avoir tué quelqu'un. Attendez, non. Mohamed, je l'accuse, je suis en direct, je l'accuse par exemple, comme responsable de la sécurité, directeur général de la sécurité nationale, plusieurs policiers ont été déportés, plusieurs policiers mauritaniens ont été déportés. Et dans le cadre du règlement du passif humanitaire, nous avons eu la commission nationale chargée des règlements des problèmes des fonctionnaires et agents de l'État victimes des événements de 1989 a indemnisé des policiers. Est-ce qu'ils sont chassés par Eli? En tout cas, je réponds à vous, c'était le premier responsable. C'était le premier responsable de la sécurité. Il était directeur général de la sécurité nationale. Tout à fait, pendant 20 ans. Je n'ai aucune... Attendez, moi je vous dis les yeux dans les yeux que des policiers mauritaniens
ont été Déportés déportés, par Eli ou Mohamed Ouad. ont été déportés, et qu'à l'époque, Par un Eli système où Eli il y a Mohamed D'accord. Ouad était directeur général de la sécurité nationale. D'accord. Que certains parmi eux sont morts malheureusement de l'autre côté de la rive, d'autres sont rentrés au pays dans le cadre exactement du retour organisé et digne de nos réfugiés qui étaient au Sénégal, et certains parmi eux ont eu à bénéficier de l'indemnisation qui a été faite aux fonctionnaires et agents de l'État victimes des événements de 1989. Mais je pense que le fait aussi d'évoquer le dialogue, nous avons toujours comme approche de dialoguer et d'écouter les différentes composantes de notre classe politique. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer aussi à vivre, par exemple, des forums de dialogue qui n'en finissent pas de finir. Aujourd'hui, la priorité, durant le début de ce second quinquennat, c'est que les Mauritaniens puissent continuer à travailler. Le gouvernement de la République doit continuer à travailler. Il y a plusieurs chantiers qui doivent se poursuivre. Les chantiers de la lutte contre la pauvreté. Je pense que des méga-projets ont été lancés. Je parlais tantôt de l'Agence nationale de la mode. Il y a aussi le projet de la flotte Chergui qui va alimenter plusieurs villages, des centaines de villages en eau, surtout dans la zone de la flotte, qui était jusqu'à naguère le triangle de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est le triangle de l'espoir. Espérons, Mohamed, passons à notre sujet, s'il vous plaît. Mohamed, non. Attendez. Nous sommes aujourd'hui aussi, s'il vous plaît. Aujourd'hui aussi, si nous avons aujourd'hui une bonne politique de pêche, et que nous pouvons être aujourd'hui quand même... Voilà, la pêche, nous y reviendrons parce que nous allons entamer le volet économie. Monsieur Judene, le président était vraiment sincèrement satisfait durant son mandat de l'état économique du pays. Je pense que c'est un satisfait démesuré dans la mesure où je prends juste quelques rapports qui coïncident justement avec la fin du mandat du président Aziz. Voilà. Prenez le rapport Doing Business 2014, le rapport AON risque par pays, c'est un institut américain. Et vous prenez le rapport sur l'indice de progrès social dans le monde. La Mauritanie a perdu des places pendant ces 5 années, justement. Et je rappelle à Mohamed, malheureusement, que peut-être qu'il ne le savait pas, que le niveau des investissements a beaucoup plus baissé pendant ce quinquennat qu'il n'y avait au début. Donc finalement, la situation économique, ce sont des rapports. Vous aurez le temps de répondre à ça. Et moi, je veux juste parler de la coïncidence justement de ces rapports avec la fin du mandat du président, son premier mandat, et qui, en tout cas, ces rapports qui sont indépendants, malgré ces 6% de croissance avec lesquels on nous rabâche les oreilles, c'est que la Mauritanie, malheureusement, n'est pas sortie de la situation de promiscuité économique dans laquelle elle se trouvait. Et mieux, le rapport du FMI de 2012 dit que, par exemple, sur le marché, le problème de l'emploi, c'est ce qui est curieux quand on dit en 2009 que le taux du chômage atteint 31% et qu'en 2014, on sort un chiffre de 10%, ce qui est aberrant alors que nous avons chaque année 53 000 demandes d'emploi parmi les jeunes. Chaque année, 53 000 demandes d'emploi qui ne peuvent pas être réservées par une économie qui n'est pas diversifiée et une économie qui est tenue en laisse par le régime. Brièvement, M. Jude. C'est juste pour dire que finalement, quand on regarde tout ce qui a été sur le plan économique, on parle de la réforme des marchés publics, de la transparence. On peut citer des exemples à ne pas finir sur cette mauvaise gouvernance des pays sur le plan économique. Non, pire. C'était un au moins. Oui, je vais citer rien. Non, je vais bien le satisfaire. L'audit 2012 sur le code des marchés publics. Plusieurs sociétés intégrées, dont la Somelec, pour des marchés qui ont été donnés de gré, même pas de gré à gré, dans des conditions abracadabrantes, sans aucune forme de procédure. Par rapport à la réforme, nous avons eu des marchés qui ont été, des sociétés qui ont été écartées
de ce qu'on dit être des vérités de transparence. Je parle de la Somelec, je parle de la CNDE, je parle de plusieurs établissements publics, et qui, ces institutions, brassent des milliards et des milliards. Donc pourquoi n'a-t-on pas accepté que la même loi s'applique à ces institutions? Très bien. Non, je vais citer plus. Attendez. Je vais juste un exemple. Vous vouliez des exemples. On va donner l'occasion à Mohamed rapidement, s'il vous plaît. C'est juste pour rappeler à Jidne que les chiffres qu'il a évoqués tout à l'heure, étant les chiffres des FMI, en ce qui concerne le chômage, ce ne sont pas les chiffres des FMI, ce sont les chiffres du BIT. Véritablement, c'est vrai, aujourd'hui, le taux de chômage, selon le BIT, le Bureau international du travail, est de 10% à tout. On revient donc de très loin. Je pense que... 31%, moi je vous ai pas... Ça, c'est les FMI, moi je vous ai pas, le BIT. Moi je vous ai pas interrompu, j'ai dit. Véritablement, les institutions financières internationales, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, parlent avance de chiffres éloquents. Aujourd'hui, véritablement, nous avons un taux de croissance de plus de 6%. Nous avons une économie assainie. Nous venons de loin. Aujourd'hui, les réserves de la Banque centrale sont estimées à plus de $1 milliard. Combien? On venait de $300 000 à l'époque. À un certain moment, on parlait de $300 000 comme réserve à la Banque centrale. Véritablement et honnêtement, beaucoup de progrès ont été faits sur le terrain économique. Aujourd'hui, nous avons une économie assainie. Beaucoup de méga projets ont été lancés. Plusieurs personnes, des milliers de personnes ont pu véritablement bénéficier de cette croissance, mais les attentes encore sont immenses. Nous voulons plus d'efforts, nous voulons que le gouvernement de la République puisse continuer dans la même dynamique pour résorber définitivement le problème du chômage. Il n'est pas normal qu'il y ait des diplômés chômeurs. Et je pense que la dynamique lancée est bonne, nous sommes sur une bonne rampe de lancement, et il faut quand même reconnaître que des gros efforts ont été entrepris. Des gros efforts ont été entrepris sur le terrain économique précisément. Et nos partenaires, la Banque mondiale, est sur le point de financer un très grand projet dans le cadre de la protection sociale. Et aujourd'hui, nous avons un pays crédible. La Somelec que vous évoquez, nous allons bénéficier de gros financements américains dans le cadre de l'initiative Obama. Le président de la République vient de rentrer de ce sommet États-Unis-Afrique avec tous les succès que l'on connaît. Et je pense que beaucoup d'efforts ont été entrepris dans le cadre de la transparence. Aujourd'hui, en 2014, le budget de la présidence de la République a été diminué encore de 67%. Il était de combien? A été diminué de 67%. En tout cas, en termes de... Et c'est la 5e année où il y a véritablement encore Je pense que dans le cadre aussi des efforts qui ont été entrepris dans le cadre de la lutte contre la gabegie, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que... Rapidement. Tout le monde s'accorde à reconnaître que de grands progrès ont été réalisés. Et je pense que il faut au moins reconnaître tous ces succès et il bénéficie à tous les Mauritaniens. Tous les Mauritaniens. Aujourd'hui, si nous avons une économie assainie, si nous sommes un pays crédible, c'est en partie grâce aux efforts qui ont été entrepris par le président de la République, Mohamed Aziz, mais tous les Mauritaniens aujourd'hui bénéficient en tout cas
de cette considération pour le pays. Très bien, Mohamed. Lutte contre la corruption. Ah bon? Écoutez, moi je pense que ça c'est des slogans creux, malheureusement. Je ne dis pas que tout n'a pas été, que de bonnes choses n'ont pas été faites, mais j'ai dit que sur le terrain, il y a quand même des contradictions énormes par rapport au discours affiché par les autorités. On prend par exemple, vous parliez tout de suite des grands chantiers, on peut citer celui de l'aéroport par exemple, qui devait être livré en janvier 2014 et pour lequel il a fallu faire recours à une rallonge d'1,5 milliard sur le budget de la SRIM. Vous parliez de la présidence. Moi, je vous dis que la présidence, dans le dernier budget 2013, a dépensé 1,4 milliard d'ouguiya et 200 millions d'ouguiya et la primature 1,4 milliard d'ouguiya. C'est par rapport au budget 2013. C'est vous dire que finalement, si on s'est rendu compte qu'à la fin d'un mandat, qu'il fallait réduire de 67%, je pense qu'on a pris du temps pour constater que tout cet argent... Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, j'ai pas fini. Non, permettez à Mohamed de vous répondre sur cette intervention. Non, pas du tout. Non, quand j'aurai fini, il répondra à ce qu'il veut. On parle de la situation économique. La Mauritanie a dans ses réserves 995 millions de dollars. C'est une très bonne chose. Nous, on souhaiterait que les pays avancent, qu'ils aient beaucoup de moyens. Mais vous savez autant que moi que les secteurs qui ont apporté cet argent, c'est-à-dire le secteur des mines, et surtout celui des mines et de la pêche, si on peut, à la limite, parce qu'il y a des négociations aujourd'hui engagées avec l'Union européenne sur l'accord de pêche, vous savez autant que moi que les entreprises minières sont en train de revoir à la baisse, en tout cas, leurs effectifs d'employés, que ce que cela a rapporté pendant le premier mandat, c'est beaucoup d'argent. Il y a certaines personnes qui parlent de 500 millions de dollars. Nous, qui auraient disparu des caisses de l'État, en tout cas qui ne seraient pas justifiés. Je suis d'accord avec vous que des investissements ont été faits pour l'armée. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, vous direz... On n'a pas assez de temps. On ne peut pas avancer des chiffres. Soyons brefs. Si vous n'avez pas de chiffres, ne commentez pas parce que de toute façon c'est vérifiable. Ce que je vous dis là, si vous ne les trouvez pas... Vérifiable où? Vérifiable dans les sources officielles. Je ne parle pas d'autres sources. Des chiffres des FNDI comme étant des... C'est pas des chiffres, non, ça c'est... Quand je parle du budget de l'État, c'est pas les FNDI. Quand je parle d'1 milliard... Des chiffres ici, des tracts, etc. Je pense que... Il ne faut pas réduire le débat. Je pense que, honnêtement, des institutions financières comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, comme le Bureau international du travail, ce sont des institutions crédibles. Et quand ils donnent des chiffres avec précision concernant la Mauritanie, je pense qu'il n'y a pas lieu... Personne n'a contesté les 6% de croissance. Il n'y a pas lieu de polémiquer sur ces chiffres-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons véritablement une économie assez. Nous avons un taux de croissance de plus de 6%. Voilà, écoutez mes amis, nous avons surtout, attendez, j'ai 2 ou 3 minutes s'il vous plaît. Non, Mohamed, s'il vous plaît, écoutez, passons. Nous avons surtout des grands méga-projets qui ont été lancés et qui vont bénéficier aux couches les plus défavorisées de ce pays-là. Je pense que ce combat-là est un combat juste. Et le président de la République, Mohamed Abdelaziz, doit y persévérer. Je pense que cette croissance-là, les fruits de la croissance, tous les Mauritaniens doivent bénéficier des richesses de leur pays. Et tantôt je parlais des adouables, des villages qui ont été délaissés pendant plus de 5 décades par tout le monde, par toute la collectivité nationale. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de continuer. Mohamed, je vous interromps parce que j'ai la dernière question. La dernière question, monsieur Gidne, un dernier mot sur la rencontre Afrique-États-Unis. Pensez-vous que le président mauritanien a influencé positivement cette rencontre? Et pourquoi? Écoutez, moi je pense que nous avons toujours espéré que la rencontre
Afrique et États-Unis débouche sur des résultats palpables. Je pense que le projet dont il parlait d'ailleurs, c'est une annonce qui a été faite depuis quelques années par le président américain, qui concernait d'ailleurs à l'origine que des pays anglophones. C'est vrai que des institutions de financement ont dit que et c'est 33 milliards de dollars. L'Union européenne a fait déjà dans le sommet avec l'Afrique 28 milliards de dollars. Je pense que le principal problème pour l'Afrique aujourd'hui, c'est des problèmes de bonne gouvernance. Nous avons malheureusement pour la plupart des États des chefs d'État qui sont omnipotents et qui malheureusement ne veulent pas justement que cette aspiration justement à l'épanouissement, cette aspiration au développement, cette aspiration au bien-être des populations se concrétise sur le terrain. Pourquoi? Parce que s'il parle de 6% de croissance, moi je ne suis pas contre. Je peux même dire que c'est vrai. Mais c'est une croissance appauvrissante parce qu'elle n'implique pas malheureusement les couches défavorisées. Et ça, dans le rapport de l'FMI, c'est bien noté qu'il fallait vraiment que cette croissance soit justement, comment dire, bénéficie aux couches défavorisées. Très bien. Dernier mot, monsieur, pardon, dernier mot. Moi, je pense, sommet ISA Afrique. Moi, je pense que le sommet États-Unis-Afrique a été un succès. Et quand on regarde un peu l'apport du président de la République, Mohamed Abdelaziz, président de l'Union africaine, je pense que ça a été un apport positif. Les Mauritaniens ont pu voir aujourd'hui tous les succès diplomatiques que notre pays connaît. On parlait tantôt aussi du sommet. Le président a présidé aussi, on a co-présidé avec le Premier ministre grec le sommet Union européenne-Afrique. En novembre, il assistera comme président de l'Union africaine, le président de la République de Mauritanie, donc au G20 à Melbourne, en Australie. Ça sera une première. Un président mauritanien qui assistera au sommet du G20. Je pense que tous ces succès-là, diplomatiques, s'inscrivent dans cette dynamique lancée par le président de la République, Mohamed Abdelaziz. Très bien. Mohamed, je suis obligé de vous interrompre. On me dit à l'oreillette que l'heure malheureusement de l'émission est terminée. Mais avant de clore ce débat intéressant, je m'adresse à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. À la prochaine.